De neige sur la politique américaine, on en parle avec vous ce matin. Corentin Célin, bonjour Corentin. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau, historien spécialiste bien sûr des États-Unis. L'Iowa, État rural du Midwest américain, ouvre donc en ce moment alors qu'il est balayé par une tempête de neige assez dingue, ouvre ce bal de la primaire républicaine. On est à 10 mois de la présidentielle aux États-Unis. L'occasion de faire ensemble donc une photo du rapport de force politique. Ce caucus est la première étape qui permettra au camp républicain de désigner son candidat, son champion pour le scrutin du mois de novembre. Est-ce qu'on envisage vraiment une autre option que celle de Donald Trump ? Alors chez les Républicains, il est très difficile d'envisager une autre option. Donald Trump est très favori en Iowa, peut-être encore même plus dans les sondages à l'échelle nationale. Il est vrai que face à lui, chez les Républicains, son ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, tente en ce moment de rassembler ce qui reste d'anti-Trump chez les Républicains. Pourquoi je dis ce qu'il reste ? Parce qu'on voit que, contrairement à 2016, Donald Trump est aujourd'hui appuyé, rallié par une grosse masse des élus républicains, de la structure du parti. Donc on voit cela en train de se coaguler autour de lui. Et donc il devrait l'emporter largement en Iowa. Justement pour lui, le seul risque ce soir en Iowa, c'est de ne pas gagner aussi largement qu'on l'envisage aujourd'hui. Des élus républicains qui sont tous bien rangés derrière Donald Trump uniquement par calcul électoral ou par conviction politique ? Alors, on trouve les deux. Hier soir, par exemple, en ce qui concerne par calcul, on a vu le sénateur de Floride, Rubio, rallier Donald Trump, alors qu'on se souvient qu'il y a 8 ans, il fut un de ses principaux adversaires avec des mots très violents lors de la première nomination de Donald Trump comme candidat présidentiel républicain. Mais il y a aussi de la conviction, puisque beaucoup des élus républicains d'aujourd'hui, à la Chambre comme au Sénat, sont des Trumpistes, ont été élus lors des élections de 2016 ou de 2020, et ils partagent ces idées protectionnistes, America First, et donc, en quelque sorte, Donald Trump est sur le point d'achever sa transformation du Parti républicain à son image. Des Trumpistes de plus en plus nombreux et au sein du parti et au sein de l'opinion publique américaine, quels que soient les scandales, les condamnations. On se souvient bien sûr de l'invasion du Capitole. Comment expliquer que cette popularité, rien ne semble atteindre cette popularité ? Alors, cette popularité, elle est forte chez les Républicains, ça c'est vrai. C'est moins vrai dans l'opinion publique en général. Il faut voir que cette année, si l'on va vers le duel Biden-Trump de nouveau, qui paraît annoncé, on a quand même deux candidats qui ne suscitent pas dans l'opinion générale un grand enthousiasme. C'est le moins qu'on puisse dire. Simplement, aujourd'hui, dans les sondages d'intention de vote, on voit que grâce justement à l'enthousiasme de sa base, de son socle, mais qui n'est pas toute la population américaine, Trump est un peu devant Biden. Mais on a quand même deux candidats qui apparaissent l'un et l'autre pour des motifs différents, usés, qui ne font pas envie. En septembre, il y a une grande enquête du Pew Research qui montrait que plus de 2/3 des Américains n'étaient pas contents du choix de candidature qui leur était offert. Donc, Trump, oui, populaire dans sa base. Pourquoi ? Parce qu'il a imposé son récit de persécution par un État profond qui lui serait hostile, le tout matiné évidemment de conspirationnisme. Il y aurait un État qui lui veut du mal, qui le persécute avec la justice pour l'empêcher de se représenter. Et c'est pour ça qu'il est très populaire avec sa base, qui est vraiment liée avec lui maintenant par un lien quasi religieux, il faut bien dire, plus que politique parfois. Donc en gros, on a dans les États-Unis d'aujourd'hui deux partis, leurs militants radicaux chacun à leur façon, et l'immense majorité des Américains, des électeurs qui naviguent en se désintéressant de ce qu'il se dit d'un côté comme de l'autre. Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on a en tout cas aujourd'hui l'identification à l'un des deux partis, telle qu'elle est mesurée par l'Institut Gallup, montre qu'on est au plus bas historique. C'est-à-dire c'est le plus petit nombre, à peu près un peu plus d'un Américain sur deux, qui se reconnaissent dans un des deux grands partis, qui s'identifient comme étant dans un des deux grands partis. Et la majorité, même si elle est relative, 43%, s'identifie comme indépendant. Et on voit dans tous les sondages que beaucoup d'Américains sont fatigués de ce système à deux partis, qui leur paraît sclérosé, verrouillé.
Ils aimeraient une autre offre politique, ils aimeraient aussi une modernisation de la politique, peut-être beaucoup demanderaient éventuellement une modernisation de l'élection, pourquoi pas réformer le collège électoral, et tout ça ne se fait pas, tout est verrouillé à Washington par ce jeu partisan de plus en plus rude, de plus en plus hostile, et il y a effectivement une grande fatigue démocratique, on le voit dans toutes les enquêtes qui peuvent être menées. Pour les côtés démocrates, pour la modernité et la jeunesse, on reviendra. Vous le disiez, ça paraît assez dingue que dans l'État, dans le paysage politique américain, les démocrates n'aient pas un autre candidat que ce président, sans juger de ses compétences, mais qui paraît clairement quand même très affaibli, quoi. Alors, il est vrai que Joe Biden est en ce moment très impopulaire, ce qui est surprenant parce que la situation économique, quand on regarde le chômage qui est extrêmement bas, l'inflation qui est en train de décroître, c'est très étonnant que Joe Biden soit impopulaire, mais un aspect de son impopularité, c'est effectivement son âge. Il a 81 ans, c'est du jamais vu. Il aurait 82 ans s'il est réélu. Et beaucoup son âge et sa forme, quoi, parce qu'il peut être indépendant de son âge, il n'est clairement pas très en forme. Voilà, son âge et l'impression qu'il donne d'affaiblissement. Mais pourquoi est-il là? Parce qu'il a dit, et c'est l'axe fort de sa campagne, Trump est une menace pour la démocratie, et il a quelques arguments à faire valoir en ce domaine, si on se souvient de l'insurrection du Capitole. Trump est une menace mortelle pour la démocratie, seul moi peut le battre, ralliez-vous derrière moi. Donc il a fait, sur cette thématique, sur le fait que lui seul, selon lui, peut battre Trump, il en fait l'axe de sa candidature. Sauf que, évidemment, c'est un peu un motif par défaut, et lui-même l'a avoué dans un aveu à la fois très candide, mais aussi peu politique. Il a dit, s'il n'y avait pas Trump, je n'y serais pas allé. Donc on voit bien que c'est une candidature qui paraît parfois un peu par défaut. En 2020, il avait promis d'être celui qui passerait le relais. On avait alors pensé à sa vice-présidente Kamala Harris, qui a disparu, en tout cas vue d'Europe et en tout cas sur l'actualité internationale, qui a complètement disparu du paysage. Oui, qui a disparu du paysage. Alors, pour deux raisons essentiellement. Premièrement, parce que, comme elle l'avait connu dans sa campagne ratée présidentielle, il faut s'en souvenir, en 2020, elle a connu à la vice-présidence des soucis de management. Elle a du mal à faire tourner ses équipes, mais de manière plus substantielle. Elle est très impopulaire aujourd'hui. Elle est encore plus impopulaire que Joe Biden, ce qui est extrêmement rare pour un vice-président. Normalement, un vice-président, comme on le voit moins, il fait moins de choses, il est plus populaire. Aujourd'hui, aux États-Unis, Kamala Harris, dans les sondages d'opinion, elle est moins populaire que Joe Biden. Et par ailleurs, pour finir là-dessus sur Kamala Harris, Joe Biden, il avait aussi intérêt à la tenir, pas complètement à distance, elle est très associée bien sûr à l'exercice du pouvoir, mais il ne faut pas qu'elle lui vole la vedette parce que ça soulignerait une fois de plus son âge, sa forme qui paraît parfois aléatoire. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'elle n'imprime pas, elle n'apparaît pas. Bon, un sondage reste un sondage, bien sûr. Aujourd'hui, il n'y en a toutefois aucun qui donne Biden devant Trump, si toutefois c'est eux deux. Mais a priori, c'est vers ça qu'on va. Quoique, bon, tout peut arriver. Mais bon, bref, d'ici le mois de novembre, est-ce que quelque chose pourrait permettre de renverser la faveur pour les démocrates ? Alors oui, il y a un argument qui est essentiel pour les démocrates, c'est l'avortement. On a vu que lors de toutes les élections intermédiaires, locales, l'avortement et la défense du droit à l'avortement, depuis le revirement de la jurisprudence de la Cour suprême en 2022, avait été un moteur pour mobiliser l'électorat féminin, l'électorat des femmes jeunes en particulier, qui se sont mobilisées à chaque fois aux urnes. Ce sera l'autre grand thème de Joe Biden aux urnes, c'est-à-dire de dire défense de la démocratie, mais dans la défense de la démocratie, il y a la défense des droits fondamentaux, dont l'avortement. Et ça, vraiment, ça peut être leur atout majeur. Sauf que, évidemment, pour faire entendre ce message, il faut un messager ad hoc. Et est-ce que Joe Biden peut être ce messager? Est-ce qu'il peut incarner ce message? Est-ce qu'il peut enfin connecter avec l'électorat pour faire comprendre qu'il a quand même eu des réussites fortes pendant son mandat? C'est toute la question. Et sur ce sujet-là, d'ailleurs, comme sur d'autres, on entend beaucoup cette petite musique ces dernières semaines dire que le Trump 2 serait pire que le Trump 1 du point de vue de ses opposants politiques. Il serait d'une certaine façon, voilà, vous le disiez, l'accouchement final de lui-même. Est-ce que c'est ça qu'il faut craindre? Alors, craindre ou pire, je ne sais pas, ce serait des jugements de valeur, mais ce qui est clair, que c'est un Trump maintenant en totale liberté et en totale aussi de transparence sur son projet. Lui-même l'a dit.
avec un mot d'esprit, on laissera chacun juge. Je serai dictateur le premier jour. Le premier jour de ma présidence. Ouais. Bon, il l'a dit, il veut construire un exécutif fort, illimité, parce que durant son premier mandat, il s'est estimé borné, limité par des contre-pouvoirs cachés à l'intérieur de l'État qui l'auraient empêché de faire sa politique. Et donc aujourd'hui, il veut un État qui réponde, qui obéisse totalement à ses ordres. Donc c'est pour ça que dans son entourage, on prépare déjà un recrutement de fonctionnaires loyaux, totalement dévoués à Trump. Et ils existent, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire dans le Parti républicain. On les recrute chez les républicains en ce moment, on les prépare. C'est complètement différent de 2016. Il va arriver avec un volant de fonctionnaires triés sur le volet s'il est élu et qui sauront ce qu'il faut faire, et avec un projet clairement anti-immigration, envisageant même une militarisation de la frontière avec le Mexique, qui envisage un État où le ministère de la Justice obéirait au président éventuellement pour poursuivre et pour persécuter les opposants. On a vraiment le passage envisagé vers un État où il n'y aurait plus de limite à l'exécutif. Et c'est vraiment clairement aujourd'hui avoué, et c'est un véritable projet politique, et qui cette fois-ci est beaucoup mieux préparé qu'en 2016. Et puis à la différence de 2016, en deux mots, c'est qu'il aurait dans le monde, pour le coup, une cohorte d'avatars de lui-même dont il est à l'origine, mais qui sont aujourd'hui arrivés au pouvoir, entre autres. Oui, ouais. Exactement. Il est très intéressant. Il parle beaucoup, ça aussi c'est une énorme différence, il parle beaucoup en campagne de Viktor Orban, dont on sait qu'il travaille énormément avec les conservateurs républicains américains. Et même quand on entend Donald Trump avoir des paroles, ou même citer parfois Vladimir Poutine sur la démocratie américaine, on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, l'alignement des planètes internationales pourrait beaucoup mieux lui convenir. À suivre donc. Merci beaucoup, Corentin Célin, d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Le prochain rendez-vous, on ne l'a pas dit, le premier rendez-vous pour les démocrates, ça sera le 23 janvier dans le New Hampshire. C'est ça, et on attendra donc d'ici demain les résultats, sans surprise a priori, de ce caucus de l'Iowa. Merci encore, à très bientôt. On se retrouve